Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes à la bibliothèque du Cégep de Chicoutimi en collaboration avec le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On reçoit Caroline Georges. Bonjour. Auteure, autrice. Est-ce que tu préfères auteur ou autrice? J'aime les deux. Autrice, il y a quelque chose je sais pas, de pétillant dans cette... Oui, au niveau sonore, ça sonne bien. J'aime ça, autrice. Écrivaine? Écrivaine, j'aime écrivaine parce que l'idée d'une veine, donc de sang qui circule, ça ne me déplaît pas non plus. Okay. Donc, je ne suis pas très difficile. T'entends les mots, toi. Oui. T'entends les mots. Oui. Alors, on va avoir une conversation ensemble. Je remercie Elena Villeneuve, qui est venue avec sa classe de littérature québécoise nous écouter, et les étudiants de l'atelier de création littéraire qui travaillent avec moi, qui ont lu ton livre de synthèse. Est-ce que je peux dire quelque chose avant? Là, moi, je suis très, très intimidée parce que j'aime beaucoup Hervé Bouchard. Okay? Non, mais c'est vrai. Je vais vous quand même... Petite anecdote d'entrée de départ. Mon deuxième roman, Ataraxie, je cherchais un endroit où publier ce livre-là et je venais de lire Hervé, qui est comme mon écrivain préféré au Québec. Et lui, il a publié À l'effet pourpre, qui est une maison qui est malheureusement fermée. Et quand j'ai vu cette maison d'édition-là, j'ai compris le type de travail qu'on pouvait publier. Ben, je suis allée cogner à la porte parce que je voulais aller rejoindre Hervé. Donc là, je suis ici avec lui et je suis un petit peu sa fan. Donc, je suis très intimidée, je vous le dis. Bon, voilà. Et sache, Caroline, que c'est tout à fait réciproque. Moi aussi, je suis très intimidée. Tant mieux. C'est d'ailleurs, c'est vrai que l'effet pourpre, on en parlera à un moment donné tout à l'heure, quand on arrivera sur tes œuvres. J'aimerais vous présenter d'abord le travail de Caroline, puis on s'interrompra en chemin parce que j'ai imprimé différents textes de présentation du travail de Caroline Georges et de l'artiste qu'est Caroline Georges chez divers éditeurs au cours des années. Bon, tu publies depuis 2001. Tu as commencé à publier chez l'éditeur Loméac, La Mue de l'Hermaphrodite, ton premier roman pour adultes. Tu as aussi publié chez eux en 2003 un roman pour la jeunesse qui s'intitule L'itinérante qui venait du Nord. L'itinérante qui venait du Nord. Oui. Et étrangement, Loméac n'a rien sur son site à propos de Caroline Georges, pas d'éléments biographiques. Il n'y avait pas de site web à l'époque, c'est vraiment très récent leur site web, donc je présume que ça fait tellement longtemps que j'ai publié là, donc j'existe à peu près plus dans le catalogue. On peut penser qu'ils sont un petit peu négligents par rapport à leur site web. Je ne saurais dire, je ne saurais dire. Oui. Est-ce que vous vous êtes quittés en bons termes? Oui, ben en fait, je suis partie parce que j'avais envie de faire un livre-objet. J'avais une pratique multidisciplinaire. J'avais envie de créer le livre Ataraxie dont je parlais un peu plus tôt, qui est un livre avec un mini-CD de création électrosonore. J'avais envie de créer la page couverture qui était une composition, une tresse rose. Il y avait des performances qui venaient avec tout ça. Donc, j'avais besoin d'un autre type d'éditeur. Et c'est pour ça que je suis allée vers l'effet pourpre. Mais non, je rencontre régulièrement Pierre Filion, l'éditeur que j'aime beaucoup et qui m'a même remis ce printemps le prix Jacques Brossard. Donc, je suis pas en chicane avec personne. C'est très bien. Okay. Alors, on dit, entre autres, mettons, prenons le Cartanier, où tu as publié un texte dans un collectif en 2007. Caroline Georges, biosphérienne, en quête du sublime, explorant à la fois les processus de désincarnation et de transmutation pour tenter d'advenir autrement. Oui. À une autre époque, j'aurais pu simplement dire alchimiste ou quelque chose comme ça. Ça aurait été simple. Ou tentative d'alchimie. OK. Ça, par rapport à ta façon de considérer ton rôle d'artiste, à quoi est-ce que ça renvoie? Bon, on parle de transmutation, de désincarnation. On dit que tu es biosphérienne en quête du sublime. Bon, ça a des résonances. J'ai beaucoup de difficultés avec le corps, avec la matière. Moi, c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut... C'est une dimension plus éthérée. Comment accéder à une dimension plus virtuelle? Dans le monde contemporain, on pourrait parler de dimension virtuelle. Une dimension où on a peut-être plus de possibilités de création. Où on est moins limité par les lois de la physique, moins limité par la temporalité, moins limité par tout ce qui nous limite dans le corps, dans la matière. Donc, je suis en quête de liberté, disons ça comme ça. Puis il y a une liberté de création, puis une liberté d'expansion. Et le processus de sublimation, qu'est-ce que c'est que la sublimation?
c'est extraire un corps subtil d'un corps grossier. Donc, c'est vraiment de réussir à se libérer de ce qui nous contraint. Le corps grossier, c'est la matière. Bien sûr. OK. Oui. Et le corps subtil, c'est quelque chose... Ça pourrait être l'œuvre littéraire, ça peut être l'œuvre artistique, ça peut être la pensée, ça peut être tout ce qui fait acte de création dans une dimension autre que celle... Mais dans la matière aussi, on peut créer de la sublimation, entendons-nous. C'est pas mon type de travail. Mais oui, je pense que dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est sortir de la matière, sortir du corps, aller ailleurs, trouver une issue à cette contrainte-là qui est le corps. Quelque chose qui est de l'ordre de l'idéation, de l'abstraction, d'aller vers quelque chose de se défaire de la viande, on pourrait dire. Oui, mais créer un sens nouveau. Et c'est pas juste se défaire pour se défaire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation, c'est l'harmonie, c'est une structuration nouvelle. C'est vraiment de créer quelque chose, un nouvel être, une nouvelle façon d'être qui est très, très harmonieuse, par contre. C'est pas la libération pour la libération, c'est vraiment la libération pour la construction nouvelle. Oui. On va mettre ça en lien avec ta synthèse tout à l'heure. Oui. Ça va être... sur ton propre site Internet, on dit artiste multidisciplinaire. Oui. Née à Montréal, Caroline Georges a d'abord enseigné la danse contemporaine avant d'étudier l'interdisciplinarité en art. Ici, à Chicoutimi, je tiens à préciser. Oui. Il y a quelque chose qui me frappe dans cette présentation-là. Oui. On dit a d'abord enseigné avant d'étudier. Oui. D'habitude, c'est le contraire. Oui, mais je me suis mis à enseigner très tôt, à l'adolescence. Okay. Moi, j'ai été une danseuse de ballet classique dès l'âge de 4-5 ans. Je me suis ouverte à d'autres disciplines de la danse, d'autres ballets de jazz, etc., avant de m'intéresser à la danse contemporaine. Et comme j'étais extrêmement passionnée par la danse, je me suis beaucoup impliquée très jeune. Et j'ai commencé à enseigner à l'âge de 15 ou 16 ans. J'ai eu ma propre troupe à 17 ou 18 ans. Et j'allais devenir une danseuse... professionnelle. Oui, j'allais entrer à l'université en danse, j'allais poursuivre. Et là, à 19 ans, j'ai eu un face-à-face sur le pont Jacques-Cartier qui a complètement tout interrompu de ce que j'allais devenir. Je me suis retrouvée d'un accident de voiture avec un camion remorque, les pinces de décarcération, mon corps. J'ai été hospitalisée longtemps, j'ai accédé à un autre monde dans le coma pendant un petit bout de temps. Et j'ai mis beaucoup de temps à revenir dans mon corps. Et je ne pensais pas pouvoir danser à nouveau, je ne pensais pas pouvoir marcher à nouveau. Et là, vous avez un peu une piste de pourquoi je m'intéresse à la sublimation et au désir de s'abstraire du corps, parce que j'ai connu très tôt, très jeune, beaucoup de souffrances corporelles et j'avais envie de me défaire. À 19 ans, j'avais envie de prendre mon corps et de le foutre à la poubelle et d'essayer autre chose. En fait, la base de mon travail de création part de cet événement assez radical, disons, dans ma vie, qui est de prendre conscience de mon éphémérité et de à quel point mon corps est fragile et à quel point tout peut s'éteindre assez rapidement. J'imagine qu'il y a dû y avoir une phase assez sombre entre le moment où tu es immobilisé à cause de l'accident et celui où tu vas décider de faire autre chose. En fait, ce qui est curieux, je l'ai compris après, au moment où j'ai eu mon accident, j'allais entrer à l'université. Et là, je suis retournée au cégep, j'ai dit, je ne peux pas vraiment danser. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, l'orienteur m'a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Là, j'aimais beaucoup lire, j'étais une lectrice compulsive depuis l'enfance, j'écrivais déjà un journal, je m'intéressais au cinéma, je m'intéressais à la photo. Et là, je lui ai déballé ça comme ça. Là, il m'a dit, il y a quelque chose qui vient d'arriver, ça vient juste d'ouvrir, c'est à Chicoutimi, moi je viens de Montréal. Ça s'appelle le bac interdisciplinaire en art. Et là, peut-être que tu pourrais faire tout ça. L'orienteur en question n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, l'interdisciplinarité en art, mais pour lui, il se disait, elle veut faire toutes sortes de choses en création. Ça me semble intéressant. Et moi, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que ça pouvait être une expérience. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je savais que j'avais envie de le faire. Donc, je suis arrivée ici, à Chicoutimi, et là, j'ai réalisé que ce qui m'appelait le plus, c'était la photographie. Et non seulement la photographie, mais la photographie de corps nus, souffrants. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais envie de poursuivre mon travail. Que je te donne une idée de pourquoi? Non, mais je me disais, oh mon Dieu, je découvrais la photographie,
l'aspect statique d'une composition photographique. Je savais comment placer des corps dans l'espace parce que je le faisais depuis longtemps. J'avais des amis ici qui avaient juste envie de ça, poser. Et donc, je me suis retrouvée à faire de la photographie de corps nus dans des positions chorégraphiques. Donc, mon travail en danse s'est poursuivi, mais d'une façon statique. Donc, j'ai d'une certaine façon sublimé mon travail chorégraphique déjà en partant par la photographie, et j'ai réussi à exprimer ce que je venais de vivre, justement, cette espèce d'immobilité forcée. Un traumatisme, là. Ce traumatisme-là, j'ai commencé à le travailler de façon photographique. Et là, pendant que j'étais ici, puis je m'intéressais à tout ça, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que l'art? Parce que, bon, moi, je viens d'une famille où j'ai zéro culture. Je n'avais jamais mis les pieds dans une galerie avant d'arriver ici. Mais oui. On dit, tu viens d'une famille à Montréal. Oui. C'est à Montréal que tu es parti de Montréal oui. pour venir à Chicoutimi. Oui. OK. Oui. Et donc, tu viens d'une famille où... Bien, la culture, j'avais une très grande culture populaire. Donc, tu vois, je veux dire, tout ce qui était film hollywoodien, musique pop, le top 10 de la semaine à la radio et tout ça, je connaissais ça très, très, très bien. Tout ce qui se passait à la télévision, mais si on me parlait d'art comme tel, de peinture, de sculpture, d'art contemporain, même de danse, à la limite, de danse contemporaine, mes parents étaient... Ma mère lisait beaucoup, mais c'était des lectures peut-être plus, disons, relaxantes. Bon, oui. C'est intéressant parce que les personnes qui ont lu de synthèse t'entendent et t'entendent raconter un peu, c'est vrai, l'origine de tout ça. La famille qui est assez pauvre en culture savante à l'origine, ou mettons en culture un petit peu plus élevée, la présence très grande de la télévision, le top 10 américain qui joue à la radio. Culture américaine, tout à fait. OK. Oui. Et donc, toi qui pars de la grande ville, foyer culturel en fait, j'étais en banlieue, on s'entend, mais je suis venue à Montréal. OK. Oui, tout à fait. Qui part du foyer culturel. Tu t'en viens en province, à Chicoutimi, et là, c'est ta formation artistique. Oui, et puis ce qui était le plus foudroyant pour moi, c'est que je suis arrivée ici avec des gens qui venaient de partout. Il y en avait qui venaient d'Afrique, d'Europe, et qui venaient s'intégrer au bac interdisciplinaire en art et qui étudiaient aussi à l'université, j'imagine, au cégep. Et là, il y avait une concentration de gens qui avaient envie de devenir des artistes. Et on n'était que nous, entre nous. On parle du milieu des années 90, à peu près? On parle 91. 1991. Donc, j'arrive ici, et là, les gens qui viennent de partout, et les gens du Saguenay, évidemment, et là, on se retrouve à créer à temps plein, 24 heures sur 24, tout le monde ensemble. On se croise partout, on mange ensemble. Et ça a été, le moment que j'ai passé ici, ça a été le moment le plus fulgurant de tout ce que j'ai eu comme parcours scolaire en création, parce qu'ici, on avait de l'équipement, on avait des gens qui étaient prêts à travailler sur des projets, et c'était foisonnant de projets. Si je ne me trompe pas aussi, vous aviez beaucoup de liberté. Ben oui, oui. Après, je suis allée étudier à l'UQAM, à Montréal, en histoire de l'art, et non, j'ai changé. À Montréal, c'était compliqué à avoir de l'équipement, il y avait beaucoup plus de gens, évidemment. Fait ici, les gens qui viennent, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir un très, très grand privilège, d'avoir eu la présence d'esprit de venir étudier ici, d'être dans un cocon de création. Ça a été la base de tout ce que je fais aujourd'hui. Bien, c'est une des forces revendiquées par les universités, on va dire régionales, les universités à l'extérieur des grands centres, que de permettre aux jeunes de pouvoir être dans des petites classes la plupart du temps, où les rapports avec les professeurs sont assez proches, et de pouvoir travailler avec des équipements puis dans des espaces qui sont disponibles. C'est ce que j'ai connu, tout à fait. Oui. Bon, mais c'est très bien. Mais tu pars donc d'une formation très axée sur la pratique, sur le travail créatif, tu es très engagé là-dedans. Et quand tu retournes en ville, c'est pour faire des études qui sont beaucoup plus théoriques. Je me posais des questions. Qu'est-ce que c'est que l'art? C'est quoi ça, la création? Comment ça se fait qu'on en est venu, les êtres humains, à avoir envie de créer? Je me suis même posé ces questions-là, toi, parce que c'est pas simple. Pourquoi ça existe? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que l'art? Et j'étais animée par de vraies questions. Qu'est-ce qui se passait à travers une œuvre d'art? Pourquoi, quand j'étais en composition d'une photo, il y avait un moment où ça fonctionnait, puis si je me tournais un peu, ça ne fonctionnait plus? Qu'est-ce qui se passe à travers le corps quand on est en création? Je me posais ces questions-là. Et j'ai donc eu envie d'étudier l'histoire de l'art. Ça m'a semblé une réponse. Et donc, je suis partie étudier en histoire de l'art.
Et pendant que j'étudiais, bon, évidemment, en histoire de l'art, on nous demande de faire des analyses formelles d'œuvres. Donc, il faut regarder une œuvre et là, il faut se mettre à parler de l'œuvre. Il faut la décrire, il faut avoir un point de vue sur une œuvre. Et c'est en faisant ça que j'ai eu envie d'écrire. Je me suis mis à écrire mes premières fictions en observant des œuvres d'art. J'entrais dans des galeries, j'avais un exercice à faire et là, tout d'un coup, il y avait, comment dire, un mouvement poétique qui prenait naissance à travers moi et j'avais envie d'écrire. Donc, oui. Tu parles d'un mouvement poétique. Est-ce que Oui. est-ce que c'est une histoire qui t'apparaît Il y avait ou... de la poésie, il y avait des histoires. J'avais l'impression que je venais d'ouvrir une switch, là, puis qu'il y avait quelque chose qui se passait au plan littéraire. Est-ce que tu éprouvais du plaisir, un plaisir artistique à écrire des textes qui sont de type analyse? Oui, 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 parce que j'ai toujours approché l'analyse de façon poétique. Ça ne veut pas dire que que je ne suivais pas les grilles que je devais suivre, mais pour moi, la manière d'exprimer tout ça, il fallait que ce soit à travers un élan poétique, à travers un élan littéraire, tout de suite d'emblée. Donc, OK, donc oui. la réponse à ta question, tu pouvais la trouver autant en écrivant des essais scolaires, là, Oui. des travaux que tu devais faire à l'université, que en te lançant dans des textes plus poétiques. Est-ce que tu avais déjà commencé à écrire de la fiction véritablement à cette époque? Oui et non. J'avais peut-être des fragments, mais c'est vraiment quand je suis sortie de l'université que j'ai eu tout de suite envie d'écrire un roman avant d'écrire quoi que ce soit d'autre. Mais ça s'est fait de façon intuitive. Donc, pour moi, l'espèce de méthodologie, comment ça s'est fait, c'est flou. Okay. Je me souviens des pulsions d'écriture à l'université, je faisais pas toujours ce que j'avais à faire. Quand j'observais une œuvre, j'avais un truc à faire, il y avait autre chose qui émergeait, qui était un autre type de travail, qui était intéressant, qui était stimulant, mais qui n'était pas nécessairement ce que j'avais à faire. Et donc là, il y a eu quelque chose qui s'est mis en branle au niveau littéraire, de façon très organique et intuitive, sans que je sache que c'était le début d'une œuvre littéraire. Mais j'ai eu une idée de roman quand je suis sortie de l'université. Et est-ce que déjà à cette époque-là, tu commençais à jouer avec des technologies, des choses très à la page, là, avec l'informatique? Bien, en fait, ça, c'est un autre truc. C'est que j'ai eu envie de sortir de mon corps tôt dans ma vie. Et là, je me suis retrouvée avec un appareil photographique, des éclairages. Et à l'époque, je faisais de la photographie analogue, donc il fallait rentrer dans un laboratoire avec des chimies pour développer. Je développais mes propres films, j'agrandissais mes propres photos. Et c'était très laborieux comme système. Premièrement, c'était éprouvant de créer un laboratoire et travailler avec les chimies. C'était éprouvant physiquement. Et transporter tout l'équipement dont j'avais besoin pour faire les séances de photographie. J'étais de plus en plus incarnée dans la matière d'une certaine manière et j'avais envie de m'en libérer. Et quand j'ai fait toutes sortes d'expériences en venant ici, je me suis intéressée au son, je me suis intéressée à la musique, j'ai commencé à avoir une pratique en musique électronique, j'explorais la vidéo, j'ai étudié ici au BIA en vidéo, donc j'ai commencé à faire mes premiers courts-métrages, je faisais de la photographie aussi, donc je m'intéressais beaucoup à l'image, de plus en plus au son. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature et que j'ai commencé à écrire, là, je me suis dit, oh, OK, à travers la littérature, je crée une forme de chorégraphie qui rappelle celle que je faisais avec le corps. Je crée des images. Je m'intéresse à la sonorité, mais je suis complètement libérée de la matière. Il y avait, pour moi, c'était la découverte d'une discipline sublime. Pour moi, la littérature, c'est une discipline du sublime, parce qu'on se dégage complètement de la matière et on entre en contact avec les mots d'une façon totalement éthérée. Elle a quelque chose d'aérien, tout à fait. De léger. Oui, après avoir autant travaillé avec les systèmes photographiques, vidéographiques, là, tout d'un coup, je me retrouvais avec mes doigts sur un clavier. Tu n'avais pas besoin de placer ton éclairage. J'avais plus besoin d'être humain, j'avais plus besoin d'amis avec tout ce que ça engendre comme rapport humain. Et là, j'étais complètement libre avec une possibilité d'œuvre qui se créait dans une forme de virtualité. Et ça, depuis que j'ai fait cette découverte-là, tout mon travail découle de ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la création virtuelle, travailler avec la modélisation 3D, c'est une façon de revenir à l'image, de faire entrer encore, de poursuivre mon travail photographique, mais de façon virtuelle. En continuant avec les mains sur le clavier, la souris, je peux faire des images, faire des films, faire de la musique, sans jamais quitter mon espèce de suprématie, l'espèce de libération de la matière en continu. Je suis toujours en train de me libérer de la matière en entrant de plus en plus dans les logiciels de façon virtuelle. En créant des... Oui.
Parce que maintenant, je travaille avec des corps virtuels. Les corps virtuels sont à l'écran, ils peuvent m'attendre tant que je veux. Je peux faire ce que je veux du virtuel en étant totalement libérée de la matière. Donc, ouais. Et ce que tu es en train de dire, c'est des choses que tu fais actuellement? C'est pas, Oui. c'est pas quelque chose qui est réservé au futur? Là? Non, je suis déjà dans un travail de création en modélisation 3D depuis plus qu'une décennie. Mais c'est la poursuite de mon travail photographique, c'est la poursuite de mon travail vidéographique, sonore, mais dans une nouvelle dimension. Donc, tout mon processus de création depuis le départ a comme suivi une espèce de tangente qui est de plonger de plus en plus dans le monde virtuel pour réussir à créer avec des outils de plus en plus éthériques, d'une certaine manière. C'est un peu poétique comme terme, on s'entend? Ben, c'est... Mais j'aime bien penser que je suis dans les terres. C'est très riche, c'est très riche. Sur le site de Alto, donc, on y va de façon très, très simple. Les études de cinéma, l'histoire de l'art, une démarche artistique multidisciplinaire. C'est un des termes qui revient le plus souvent dans ton travail et qui caractérise probablement, si on pourrait dire, ta poétique ou ta façon de faire, ta façon d'aborder l'art est toujours multidisciplinaire, c'est-à-dire la littérature est au centre, mais il n'y a pas de frontières, tu n'es pas limité à un art en particulier. Non. Non, c'est vrai que je suis jamais complètement sortie de la danse. Le corps m'intéresse encore parce qu'il peut dire. J'ai une fascination pour le corps. Qu'est-ce que ça veut dire être un corps humain? Qu'est-ce que ça veut dire être un corps point? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis on peut bien sûr décrire le corps en littérature, mais il y a un contact avec le corps qui me semble pertinent au niveau visuel. Ce que je peux voir du corps, ce que je peux dire avec l'image du corps, je peux pas... Une des choses que en fait, ce qui m'est resté de mes études ici en interdisciplinaire en art, c'est qu'il faut aller chercher dans chaque discipline le propre de cette discipline-là. Si je peux faire quelque chose avec la photographie qui est propre à la photographie, j'ai aucun intérêt à essayer de traduire ça en littérature. Donc, pour moi, c'est important d'utiliser le médium, la discipline. Si j'ai besoin de parler d'une image du corps, je ne vais pas la traduire en mots. Je vais aller chercher le corps. Je vais l'exploiter comme tel en image. Mais il reste que dans certaines circonstances, je pense à Ataraxie, oui. qui venait avec oui. une autre expérience oui. du texte. Même oui. chose avec l'individualiste. Oui. Le petit livre que j'ai ici, publié chez un éditeur belge, je crois. Chez Maelstrom. Qui s'appelle Maelstrom. Donc, un tout petit livre, mais c'est pas uniquement un petit livre, c'est une expérience, c'est une performance. Oui, et ça, c'est un des défis que j'ai en création. Je vous dis que je veux utiliser le bon médium pour chaque projet. Puis des fois, je me retrouve avec des surprises, comme dans la foulée de l'individualisme, à un moment donné, je suis invitée à faire une performance au Festival Voix d'Amérique. Et là, je me mets à écrire un texte et en cours d'écriture, je réalise que la voix que j'entends dans ma tête pour la lecture du texte, c'est pas la mienne, c'est celle d'un être robotique, d'une intelligence artificielle. Puis là, je me dis, je peux essayer de faire des effets de voix, puis me mettre un petit machin, puis créer une distorsion, mais on n'aura jamais l'impression que c'est une voix robotique. Là, je me suis retrouvée avec un défi de création. Qu'est-ce que je fais? Parce que ce que je veux, c'est générer une voix informatique, et moi, je ne peux pas le faire. Et là, je me suis retrouvée avec un projet de création qui est devenu mon premier film 3D. J'ai passé mon texte dans un logiciel de lecture, en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui dans Word ou n'importe quoi, les voice-over. Mm-hmm. J'ai passé ça dans un logiciel. Aujourd'hui, j'utiliserais Siri. C'est bien ça son nom, Siri? Et il y en a toutes sortes de voix maintenant. Et donc, j'ai fait lire par une voix artificielle mon texte. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça, j'avais besoin d'un être artificiel pour générer le texte. Et en faisant ça, je me suis dit, OK, mais il me semble que cette voix-là pourrait avoir un corps. Et là, je m'intéressais à la 3D à ce moment-là. J'ai créé un corps 3D pour cette créature-là. Puis ça a donné une œuvre qui s'intitule « Le programme d'entraînement à l'usage d'une conscience hygiénique ». Et là, on a une conscience artificielle qui essaie de nous apprendre à être des êtres spirituels. Moi, ça me fait beaucoup rigoler, ce projet-là. Et ça a donné un projet de vidéo 3D, le premier que j'ai fait. Et tout ça parce que j'avais un problème avec un poème que je ne pouvais pas lire moi-même. Donc, j'avais besoin de trouver une solution, d'aller jouer dans d'autres disciplines pour
trouver la bonne forme pour mon projet. Mais c'est un problème que tu t'es créé. Je veux dire, tu avais l'intuition qu'il fallait que ce soit une autre voie. Okay. Quand on écoute le poème, on sait que c'est pas... La réalité de ce poème-là existe quand on comprend que c'est une créature, une intelligence artificielle qui déclame. Autrement, si c'est un être humain qui émet ce poème-là, on n'a pas la même perception de la chose. Mais je m'intéresse beaucoup à ça, aux intelligences artificielles, aux êtres en devenir qui sont virtuels. Donc, forcément, il faut que je trouve des manières de générer ça et de les exprimer. Et dans l'individualiste, ce qui est frappant aussi, avec tout ce que tu décris depuis tout à l'heure, dans ton rapport à la littérature et à la machine aussi, c'est le contenu de ce texte est très axé sur un rapport à une forme d'altérité. Présentons ça comme ça, c'est pas de manière définitive, mais le premier mot de ce texte, c'est « vous ». Le texte commence, c'est tout le poème, et je peux vous en lire un petit passage, si tu me permets. Vous, non pas tu ou il, ni personne en particulier, un vous d'ensemble. Voilà comment j'aime vous identifier. J'existe avec l'envie inextinguible d'un vous majuscule, non pas vous tel quel, état corpusculaire démultiplié, votre présence réduite à une identité aliénante déclinée en gestuelle post-simiesque. Vous, autrement, observez individuellement chacun de vos codes génétiques, chaque réaction chimique, ces manières extrémales d'être au monde, vos manifestations émotives pléthoriques, vos convictions flegmatisantes et vos angoisses magnifiquement effrénées, tout cela m'apparaît d'une richesse stylistique confondante. Or, je ne veux rien de vous qui soit trop personnalisé. Vous, en vecteur du sublime, la quintessence de votre désir concentré en un seul rayon d'énergie pure, pointé sur ma présence de telle sorte à stimuler mon inspiration. Cette première partie-là est troublante. Oui. Tu vois, c'était déjà en gestation à ce moment-là avant. Donc ça, là, tu le lis et je vois que c'est vraiment un robot qui devrait mettre ça. Et le rapport avec l'autre, bien, le vous qui est là, c'est un vous pluriel. Ce n'est pas un vouvoiement de quelqu'un qui est respecté, mais c'est vous autres, vous tous. Oui. Et jusqu'à mon inspiration. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant par rapport à ce qui va de synthèse, là, qui est ton texte le plus récent, là, comme si tu étais passé par là pour arriver à un moment donné à faire de synthèse. En tout cas, si on considère l'œuvre comme étant un flot continu qui va quelque part, et tout le monde, l'ensemble est là, comme s'il y avait quelque chose d'un geste un peu vampirique. Je ne vois pas ça de manière péjorative, mais dans le rapport au réel, comme si l'écrivain, l'artiste, le personnage, la voix, la conscience, était toujours dans un rapport de dévoration par rapport au réel pour pouvoir s'en inspirer, en faire quelque chose. Est-ce que tu vois qu'est-ce que... Ben, je vois une éponge qui absorbe et oui, puis... Oui, ce genre d'image. Oui. Ce genre d'image. Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, l'individualiste. Un bookleg, un livre pirate. Pour faire une histoire courte, c'est une performance que j'ai faite justement au Festival Voix d'Amérique. Et l'éditeur en question, ayant vu ce texte, c'est un texte que j'ai écrit pour la scène, donc qui était destiné à être performé. Et j'ai accepté d'en faire un bookleg. Et les booklegs, ce sont des performances. En fait, c'est le livret d'une performance. OK, ouais. OK. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment multidisciplinaire, contrairement à De Synthèse, qui l'est pas. C'est un roman. Oui, tout à fait. OK. J'ai des mots que je pourrais te lancer comme ça, peut-être un peu n'importe comment.
Mais avant, est-ce que tu peux nous parler de... Bon, tu t'es mise à écrire. Tout à l'heure, tu nous as expliqué qu'au cours de ta formation, tu t'es mise à écrire, Oui. tu t'es lancée dans l'écriture de ton premier roman. Est-ce que ça a été facile de trouver ton premier éditeur? Oui. Très facile? Oui, je ne peux pas raconter d'histoire. J'ai fait parvenir mon premier roman à 3 éditeurs, puis 2 semaines après, j'avais le MEAC qui me contactait. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que tu étais déjà connue de ce milieu? Je connaissais personne, je n'avais pas étudié en littérature, je n'avais pas d'amis littéraires. Donc, non, c'est vraiment, j'ai envoyé mon manuscrit, on m'a rappelé. Dans une enveloppe, oui. Tu l'as envoyé par la poste. Oui. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, on envoie ça par courriel. Ah oui, mais, et donc, c'est le mythe d'avoir des contacts et tout, c'est pas... Ça fonctionne pas. Moi, remarque, c'est la même chose qui m'est arrivé avec mon premier manuscrit. Je l'ai envoyé par la poste, puis à un moment donné, j'ai eu une réponse. Puis... Oui. Et c'est à la suite de ce premier roman-là qu'on t'a demandé de produire autre chose, un roman jeunesse? Non, j'ai toujours eu envie d'écrire des contes. En fait, non, j'ai d'autres idées aussi de contes. Je pense que je m'intéresse à toutes sortes de formes de littérature et j'ai tellement lu, étant enfant, de contes que c'est une forme qui me fascine et c'est pour ça que j'ai écrit L'Itinérante qui venait du Nord. Mais tu n'en as pas refait depuis? J'en ai un. Il faudrait que je prenne le temps de trouver un éditeur. Oui. Ben, le MEAC, il publie toujours des textes pour la jeunesse. Pas cette collection-là. Pas cette collection-là. Elle a été... c'est plus pour les adolescents maintenant, tout ça, mais c'est pas des contes comme ceux que j'ai faits. Ouais. Le choix, tu es sans doute très ouvert. C'est parce qu'il faut avoir le temps de gérer certains projets. Et là, j'ai mis ça de côté, mais éventuellement, oui. Okay. Avec l'effet pourpre, tu as raconté un peu tout à l'heure. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire accepter ton manuscrit? Je pense que François me connaissait déjà. J'avais déjà publié deux textes. François qui était l'éditeur de l'effet pourpre. Et donc, je lui ai fait parvenir le texte et quelques temps après, il a eu envie de le publier. Donc, il était content de te voir enrichir son écurie là, qui était en train de monter. J'étais la seule fille, hein? J'étais la seule fille de l'effet pourpre. C'est terrible. Bien, il y avait quand même une fille qui faisait de la photographie. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de Brigitte Henry? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devient, mais elle a publié un album de photographie. Bon. Et ensuite, bon, les éditeurs à l'extérieur du Québec, on a parlé de Maelstrom. Il y a R aussi, un éditeur qui s'appelle R. C'est des très petits éditeurs, à ma connaissance. C'est fermé maintenant. C'est une maison qui a... En fait, ça, c'est curieux parce que je ne les connaissais pas. Moi, j'ai découvert, je ne sais pas si vous connaissez Chloé Delhomme, qui est une autrice que j'aime beaucoup en France. Et quand j'ai découvert son travail, au début, en 2001, elle venait de remporter le prix Décembre pour Le Cri du Sablier, qui est une œuvre, je ne sais pas si tu connais, Chloé Delhomme. Je connais son nom depuis que je te connais. Ah bon, je sais que j'en parle depuis 17 ans, mais je l'aime beaucoup. Donc, j'ai tellement aimé son travail que j'ai eu envie je ne savais pas quoi faire d'autre que de lui envoyer le mien. Et je lui ai envoyé mon premier roman et elle a aimé mon travail et elle a proposé à un éditeur qu'elle connaissait. Donc, je me suis retrouvée publiée en France aux éditions R grâce à Chloé Delhomme, mon écrivaine fétiche en France. Donc, c'est un beau cadeau. C'est très bien. C'est une belle manière de mettre son pied dans la porte sur le continent. Oui, eux, ils faisaient beaucoup de travail multidisciplinaire. Ils étaient très près de ce qui s'en venait en ligne. C'était une belle gang. Et autour des années 2010, je pense, c'est là que tu entres chez Alto. 2011. Avec Sous-Béton. Okay. Oui. Donc, Alto, qui est une maison qui est basée à Québec. C'est Antoine Tanguay, l'éditeur. Il existe depuis 2005. C'est un jeune éditeur. Il fait partie de cette vague d'éditeurs qui sont en train de considérablement renouveler le paysage éditorial québécois. On pense à La Peuplade, qui est ici installée à Chicoutimi, le Cartanier, qui est à Montréal, Alto, à Québec, Mémoire d'Encrier, qui est Cheval-Doux. Montréal, le Cheval-Doux. Héliotrope. Héliotrope, c'est ça, des éditeurs qui ont commencé assez modestement, puis qui sont en train de s'installer et vraiment d'avoir des assises qui sont très solides, puis qui bouleversent le paysage, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, le nombre d'éditeurs québécois important était beaucoup plus réduit, puis c'est ça.
Et donc, tu entres chez Alto, qui, Oui. lui, est un éditeur qui est très dynamique. Oui. Et tu devais être... Est-ce que tu as eu de la difficulté à entrer là? Non. Non? Est-ce qu'il t'a sollicité? Est-ce que... Non, c'est vraiment... ça faisait déjà quelques années que je n'avais pas publié, que je travaillais plus en 3D et tout ça. Et là, je suis arrivée à un moment où il fallait que je me demande où j'allais envoyer mon nouveau manuscrit. Et j'ai parlé à des copains qui étaient à l'université, des gens qui étaient plus à la mode. Puis ils m'ont dit, ah, ton type de travail, je pense qu'Antoine Tanguay, Alto, aimerait ça. Donc, je lui ai envoyé et il m'a contacté quelques jours plus tard. Et voilà. Donc, je voudrais vous raconter des histoires d'horreur à propos de la publication, mais c'est pas... Il fait des très beaux livres, Oui. Alto. Hein, Oui. Si vous l'avez eu entre les mains, il fait toujours des très beaux papiers avec rabat, les images. Est-ce que c'est une de tes créations? Bien sûr, ça, c'est vraiment ça. C'est un avatar qui existe pour vrai, avec lequel je travaille depuis 2013. Et avant ça, j'en avais un autre. Donc, j'explore dans Second Life ce que c'est que le corps virtuel, ce que c'est que la féminité, le désir de sublimer le corps féminin depuis longtemps. Et ça, c'est un avatar de Second Life. Donc, c'est un personnage virtuel 3D avec lequel je travaille au quotidien, et avec lequel je travaillais avant d'écrire le roman. Est-ce qu'il s'appelle Anouk? Elle s'appelle Anouk A. Et, oui. Anouk A, elle a son comme site Anouk web. Première? En fait, dans Second Life, c'est Anouk Anna. Et Anouk parce que c'était censé être mon nom de baptême, et Anna parce que c'était le nom de baptême à ma mère. Et donc, ça, c'est un personnage que j'ai créé quand, assez curieusement, j'avais déjà d'autres avatars, mais lui, je l'ai créé au moment où j'ai su que ma mère était très malade. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie, c'était très intuitif, j'avais envie de recommencer à travailler le corps virtuel. Je l'avais un peu mis de côté pour faire d'autres types de projets. Et tout ça a généré la matière de synthèse. S'il n'était pas question de synthèse, tu nous raconterais de synthèse. Probablement, un peu. Oui, probablement un peu, c'est vrai. Parce que moi, je prétends qu'on ne parle bien vraiment que de ce qu'on connaît très, très profondément à l'intérieur de soi. Et là, il y a un fondement très... Oui, parce que dans ce cas-là, tantôt, je vous ai parlé d'Ataraxie, qui est un livre que j'ai écrit. Je ne vous ai pas dit ce que c'était, hein, mais Ataraxie, c'est le livre que j'ai publié à l'Effet pourpre. Ça met en scène une narratrice qui est obsédée par son corps, mais d'une façon vraiment maladive, et qui subit une séance de torture, vraiment de torture, dans un salon de coiffure miteux. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en scène cette femme qui se fait torturer là et qui se retrouve avec quelqu'un d'effroyablement vulgaire et grossier et qui est confronté avec ce que ça peut être la féminité, d'une façon grossière et d'une façon sublimée. Et quand je suis sortie de ce projet-là, je me suis demandé, en fait, la narratrice avait tellement pas envie d'être dans un corps, avait tellement envie d'être une image. C'est ce qui m'est resté en sortant du livre. Je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, créer une femme-image, de façon littérale? Est-ce que ça se peut, une femme qui n'est qu'une image? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comme j'avais un travail, oui. Au moment où tu imagines ça, oui. Il n'y a pas encore ça apparaît. Ces personnages C'est au moment que ça commence à apparaître. En réalité virtuelle. Là. Bien, moi, j'étais déjà une gamer. Okay? Donc, j'avais déjà un intérêt pour les jeux vidéo et tout ça. Et je voyais des personnages virtuels à l'écran. Mais c'est vrai qu'en 2004, quand j'ai publié Ataraxie, autour de 2003-2004, les premiers métavers sont apparus en ligne. Vous êtes probablement familier avec certains d'entre eux. Et Second Life, c'était un métavers dans lequel on entre, on crée un personnage et on fait ce qu'on veut. C'est pas un jeu où il faut aller sauver une princesse où on fait des points. C'est vraiment un univers virtuel dans lequel on crée ce qu'on veut. C'est un outil de création virtuelle à travers des avatars. Donc, moi, je vais commencer à m'intéresser à ça. Je me suis dit, OK, une femme, image, qui n'a pas de corps, qui n'existe pas dans le réel, qui est vraiment un personnage complètement virtuel, qui n'est pas une peinture, parce qu'on peut créer un personnage virtuel de façon picturale, mais est-ce que je peux créer un être virtuel? Est-ce que ça se peut? Et là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Je suis rentrée dans les métavers. Je me suis installée dans Second Life. J'ai commencé à explorer ça. Je me suis mis à faire une performance en 2009, où je me suis dit, je vais créer des images, des autoportraits de ce personnage-là, des selfies avant l'heure de ce personnage-là qui cherche à se sublimer, qui cherche à trouver la meilleure peau, les meilleurs yeux, les meilleurs cheveux, la meilleure pose, qui cherche à créer un corps de plus en plus étoffé en créant les meilleurs designers. Parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps virtuel, en soi, c'est rien. Et il faut trouver des gens qui vont nous donner des objets pour manifester ce corps virtuel-là. Donc, ça prend plein d'artistes pour réussir à créer un corps virtuel. Et là, je me suis mis à chercher des artistes partout dans le monde pour trouver les meilleures peaux, les meilleures textures. Et j'ai commencé à faire des selfies de ce personnage-là. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à mon projet. Puis je me suis retrouvée rapidement avec 200-300 artistes d'une trentaine de pays dans le monde qui se sont mis à m'envoyer leurs créations pour
habiller mon personnage. J'ai fait 500 images avec ce personnage-là. Et il y a eu des performances, des photographies que j'ai exposées en galerie, tout ça. Et donc, j'avais un travail autour de qu'est-ce que c'est la féminité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche à exprimer avec la féminité? Qu'est-ce que c'est que l'idéal féminin à travers l'image? Et donc, à un moment donné, ben, je suis passée au travers de tout ça. Ça, c'était issu de mon roman Ataraxie. Il y a eu cette phase de création-là. J'ai mis ça de côté. Et quand ma mère est tombée malade, cette idée du corps virtuel-là, de sortir du corps réel pour entrer dans le corps virtuel, c'était pas terminé. J'avais envie, à un moment donné, d'écrire un autre roman, de témoigner de ce que j'avais vécu dans le monde virtuel, de qu'est-ce que j'avais compris de cette expérience-là. Et tout ça s'est mis en branle à ce moment-là. J'ai recréé un autre avatar et là, j'ai recommencé à faire des photographies. J'ai recommencé à travailler avec beaucoup de designers, beaucoup d'artistes à travers le monde pour générer ce personnage-là. Comme là, ce que vous voyez, la tête du personnage, c'est une tête qui est créée par un artiste russe que j'ai modifié. Et les fleurs, ça vient d'une artiste de la Lituanie. Et là, moi, je collecte un paquet d'objets partout comme ça et je crée des mises en scène et je crée des photographies qui simulent. J'essaie de simuler de la photographie antique, bien sûr, mais ce n'est pas de la photographie, c'est un rendu de modélisation 3D. Mais c'est ça. Donc, et à travers tout ça, c'est la matière de base de mon roman de synthèse. Oui. Ça me fascine parce que ataraxie, ça veut dire repos de l'âme. Oui. Ou le repos. Là, atteint d'un état de quiétude absolue de l'âme. Ce que cherche la princesse de Clèves quand elle refuse les nombreuses tentatives de son amant, le repos de l'âme, l'ataraxie, la paix intérieure la plus grande. Et tu dis ça avec une telle passion, une telle énergie, là, comme s'il n'y avait pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir satisfaire ton goût, ton désir, ton agitation à ces créations-là. Il n'y a pas un paradoxe dans tout ça? Sûrement plusieurs. Oui, il faut quand même remettre les choses en perspective. Je suis née en 1970, je suis née à l'époque où le féminisme commençait à prendre forme d'une façon assez virulente. Il y a eu toutes sortes de propositions féministes, mais il y a eu aussi une espèce d'éclosion d'une forme d'érotisation du corps féminin qu'on ne connaissait pas avant. Moi, je suis née avec les super-héroïnes Wonder Woman à moitié nue à la télé, avec Madonna et tout ça. Et tout ça, c'était des images de la féminité, c'était des possibles de la féminité. Et j'ai été, prise en sandwich avec tout ce que je voulais devenir, ce que je pouvais et ce qu'on m'offrait comme perspective de la féminité. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle forcément parce que je suis femme et que donc je pose des questions par rapport à ce que ça veut dire être femme aujourd'hui et être dans un corps. Moi qui ne veux pas être dans un corps, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis qu'est-ce qu'on doit conserver? Si on est pour tous devenir des êtres virtuels, qu'est-ce qu'on doit devenir? Qu'est-ce qu'on peut devenir? Qu'est-ce qu'on a envie de générer? Qu'est-ce qu'on a envie de retenir de ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce qui importe dans ce que c'est qu'être un corps féminin? C'est des questions qui Et dans De synthèse, qu'est-ce que c'est que de perdre son corps pour vrai? Parce que c'est pour ça que ce livre-là m'a intéressée. Il y a une quête du corps virtuel, puis on est à une époque où les technologies nous permettent de créer de plus en plus... Très, très bientôt, les corps virtuels seront aussi tangibles que nos corps. C'est-à-dire, on ne verra plus la différence entre ce que c'est qu'un corps réel et un corps virtuel. On va trouver une zone là, où on va entrer dans une zone où la virtualité et la réalité vont être confondantes. C'est la base. C'est pour ça que j'ai situé De synthèse quelques années dans le futur, au moment où on va entrer en contact avec cette réalité-là. Mais, donc, on est capable de générer un corps sublimé, parfait. On peut faire ce qu'on veut avec le corps virtuel, mais la réalité, c'est qu'on est encore coincé dans un corps réel qui peut avoir à composer avec de très graves maladies, comme c'est le cas de la mère dans De synthèse. Et cette réalité-là du corps qui se décompose, je ne l'avais jamais vraiment autant explorée que dans De synthèse. Donc, la base de synthèse, c'est vraiment ça, c'est d'explorer la formation du corps virtuel en devenir et la décomposition du corps réel. En ce sens, la composition est vraiment, extrêmement bien faite. Là. Je veux dire, il y a une composition, c'est musical, c'est picturalement extrêmement logique. Là. Ça tient vraiment très, très bien. Mais par ailleurs, c'est un discours très affirmé, une position féministe claire. Et quand on commence De synthèse, on est très étonné
de voir ce personnage qui rêve de devenir un objet, qui veut être une image, qui veut être Olivia Newton-John, qui veut être ce que le féminisme a, de façon peut-être un petit peu superficielle, constamment décrié, parce qu'il y a la narratrice, pas consciemment, mais finit par voir des éléments qui ne sont pas uniquement aliénants dans ces images-là qu'elle vénère. Là. Bien, ça, c'est un autre truc. Ça, ce désir de beauté-là, tout ce qu'on m'en raconte, bien, pas tout ce qu'on m'en raconte, mais ce qu'on en raconte souvent, c'est que le désir de beauté, c'est pour plaire à l'homme. Hein? C'est pour plaire à l'autre. La femme veut être belle pour entrer dans le regard de l'homme. Et ça, moi, ça me choque chaque fois parce que le désir de beauté, c'est quelque chose qui existe en soi. Le désir d'harmonie, le désir de santé, le désir d'exister dans la forme la plus intelligente. Pas non plus uniquement féminin. Non, non. Donc, cette fascination du personnage et de bien des petites filles comme moi pour des idoles qui incarnaient une forme d'absolu, une forme de sublime, c'est un fait réel. Moi, au moment où j'adorais mes idoles à l'enfance, c'était pas pour... c'était de l'adoration. J'avais pas... Comment dire? J'ai pas reçu d'éducation religieuse et je pense avoir expérimenté pendant l'enfance une forme d'adoration mystique pour mes idoles de jeunesse. Il y avait une forme de religiosité dans l'idée d'adorer Olivia Newton-John ou d'autres. Je nommais des super-héroïnes comme la femme bionique ou Wonder Woman ou Genie, un personnage que j'aimais beaucoup aussi, qui me faisait beaucoup rigoler. Donc, il y avait des images de femmes qui étaient là et ces images-là me fascinaient littéralement. Avant même de savoir ce qu'était la sexualité, j'étais en amour avec ces femmes-là et leur beauté avait un effet réel sur moi sans que je comprenne ce que c'était. Donc, j'avais envie d'explorer ça aussi, ce désir de la beauté qui n'est pas lié à la sexualité, qui n'est pas lié à la volonté de dominer l'autre ou de le manipuler avec des atouts sexuels. C'est un profond désir d'identification, pas un désir de l'autre, mais un désir de soi. Oui, un désir de soi, puis un désir du sublime, un désir de quête d'harmonie réelle qui passe par des figures... magnifique comme celle de l'idole, qui peut être une chanteuse, qui peut être mais c'est un désir de l'image. C'est une façon d'atteindre au sublime par l'image, qui est réelle. Puis une très grande sensation aussi du décalage entre... quand la narratrice décrit la différence de rendu ou de fini entre les photos de l'album familial et les photos qui sont sur papier glacé dans les magazines, qui sont retouchées, etc. Cette différence-là, ce réel augmenté constitué par les images des idoles, il se trouve là profondément. Tout à fait. Le désir de... Mais je pense qu'il se passe, moi, en fait, plutôt que de juger de notre désir de l'image, je suis profondément fascinée. Je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on est en train de créer avec des images sublimées, photoshopées? Qu'est-ce qu'on crée dans notre imaginaire? Qu'est-ce qu'on est en train de programmer comme devenir de l'être? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre transformation continue à travers ces images-là qui nous fascinent, qui nous alimentent puis qui nous donnent envie d'aller dans une certaine direction? Donc, je ne suis pas vraiment dans le jugement moral, j'observe tout ça d'un point de vue, disons, plus extraterrestre, mettons. Ce qui est en grande partie fait l'intérêt, c'est que le chemin que prend la narratrice pour renouer avec ce qu'elle a rejeté, ce qu'elle a fui, c'est vraiment une manière un peu tragique, c'est-à-dire de faire les choses. Son chemin de l'évitement, c'est celui qui la conduit le plus sûrement à renouer avec ce que la Probablement. Mais ça aussi, c'est un autre truc qui m'intéressait, c'est de me dire, il y a une génération réelle qui a été coincée dans des bungalows avec des parents plus ou moins malheureux, ou très certainement qui étaient profondément déprimés, et qui avaient un contexte familial qui était oppressant, qui était difficile à vivre, mais qui avait en contrepartie cet écran-là qui donnait accès à un univers extrêmement joyeux, Walt Disney, etc., où il y avait une possibilité de monde extraordinaire qui passait par la fenêtre de la télévision ou les pages d'un roman ou la musique. Et donc, il y avait tout un autre monde de joie possible, de bonheur possible, et ce contraste-là, ce choc thermique avec
la réalité familiale, la réalité sociale de ce que ça voulait dire être un enfant dans les années 70. Et ça m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait là un lieu de création. Il y a vraiment une expérience traumatisante du réel et idéalisée de la fiction réelle. Il y a quelque chose par moment qui m'a rappelé un peu le livre de Catherine Mavrakakis, Le ciel de Bay-City. Je ne sais pas si tu le connais. Oui. Et de la même manière, l'univers de Tim Burton, celui qui passe à travers Édouard aux mains d'argent. Je ne sais pas si tu vois de quoi je connais aussi. Cette espèce d'enfer de banlieue, là, où est-ce que tout est pareil, tu as des belles descriptions qui sont de ce type-là, puis ça témoigne du même c'est pas une forme de kitsch, mais c'est une forme c'est une ambiance. C'est une maladie du réel. Oui, tout à fait, c'est bien dit. C'est une maladie du réel. Oui. Ouais. Dont souffrent les gens qui ne peuvent en sortir. Bien, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu collectivement, universellement, au début du 20e siècle, quelque chose d'atroce avec la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ça peut prendre plusieurs générations avant qu'on sorte de cette espèce de déprime humaine. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Il y a eu une espèce La réalité américaine des années 70, c'est quand même juste 3 décennies après ce qu'on a vécu, la bombe, les nazis, tout ce qu'on a connu d'horreur, comment dire ça autrement. On ne s'en sort pas comme ça 10 ans plus tard et être... Oui, il y a un mot que j'ai noté dont tu pourrais peut-être me parler parce que ton discours m'y fait penser. La fin du monde. Oui. Où, on est né là-dedans. Moi, j'ai l'impression d'être né avec la menace du fameux bouton sur lequel on allait finir par tomber, j'imagine, de façon tu parles presque de Tchernobyl accidentelle. là-dedans. Tchernobyl aussi, oui. Je veux dire, tout ce qui nous habite depuis des décennies. Je ne sais pas si on a toujours eu conscience de cette possible fin du monde dans l'humanité, on ne le sait pas. Mais on sait que nous, notre génération, avec le nucléaire, avec les guerres, avec les bombes, avec justement Tchernobyl, avec tout ce qu'on sait depuis 20 ans par rapport à l'extinction progressive accélérée des espèces, les changements climatiques, on a toujours l'impression qu'il y a une fin du monde latente. Peut-être pas tout le monde, mais je pense oui, c'est une expérience collective. Une explosion des récits de catastrophes, des récits de science-fiction qui vient avec le développement technologique et de façon exponentielle après la bombe atomique. Oui. Les Ultraman, les Godzilla et autres monstres qui viennent faire exploser, sauver la Terre ou la faire exploser, se sont multipliés. Une conscience de la possible fin. Oui. Qui est très présente là-dedans, en lien avec... et ça, c'est une question qui a été posée par une des étudiantes, le rapport à l'immortalité. Oui. C'est une des raisons pourquoi je m'intéressais à l'image aussi, c'est que avec l'image, ce qu'on conserve du passé depuis très longtemps à travers les musées, on le sait, il suffit de mettre les pieds dans un musée pour le voir. On a voulu mettre en image et conserver pour toujours comment dire, l'image est une façon d'accéder à l'immortalité. Mettons ça simple. C'est un des moyens avec la sculpture. On a depuis des millénaires, on a gardé des traces de l'humanité à travers les œuvres qu'on a conservées. Depuis des centaines d'années, c'est à travers la peinture. Avant ça, il y a des sculptures. Il y a même quelques œuvres d'il y a 2-3 000 ans qui nous sont parvenues, des Égyptiens et tout. Mais il reste que ce qui nous... On a l'impression que l'image, la formation d'une image, la construction, de garder une trace du réel à travers une image, c'est une façon de la faire entrer dans l'éternité. C'est un des propos de synthèse. Puis pour moi, c'est sûr qu'il y a une forme de... On est en train de créer avec la réalité virtuelle, avec l'image. Au départ, il y avait la peinture, ensuite la photographie, ensuite le cinéma. Là, on entre dans la réalité 3D. On est en train de créer un monde dans lequel on va peut-être pouvoir créer des constructions qui vont nous perdurer. C'est une obsession qu'on a depuis longtemps. On veut dépasser la réalité du corps, la réalité de ce que c'est que l'être vivant, pour lui donner une forme de permanence à travers l'œuvre. Littéraire aussi, de toute façon, pas seulement visuelle. Et
Et je pense que c'est... Je ne sais pas si on est en train, avec l'immortalité, si on cherche une forme de mémoire pour se souvenir ou si on cherche réellement à entrer dans une autre forme de temporalité. C'est une question qui m'intéresse. Donc peut-être on cherche toujours à concurrencer la nature. Oui, mais je pense que la quête d'immortalité, c'est une quête réelle. C'est une quête... Puis c'est pas une quête qui est folle, parce qu'il y a des arbres qui vivent des millénaires. Hein? Je veux dire, pourquoi nous limiter notre expérience à 100, 120 ans? C'est possible d'imaginer une expérience qui pourrait durer un millénaire. Pourquoi pas? Je pense que c'est une autre contrainte, ça, la temporalité. L'idée d'être limité dans le temps, c'est une forme de contrainte dont on veut sortir. En fait, dont le personnage veut venir à bout d'une certaine manière en devenant une image. Est-ce que tu me permets de lire oui, peut-être un passage? J'en ai identifié quelques-uns. Je ne vais pas tous les lire, là, mais je me suis laissé du jeu. OK. Il y en a un que j'ai intitulé « Famille ». Je venais à peine d'arriver à la maison, j'étais encore dans le vestibule avec mon manteau et mes bottes, déjà incommodé par le nuage de fumée de cigarettes qui stagnait dans la maison depuis toujours. J'avais eu le temps de comprendre au regard huileux de mon père qu'il était saoul avant l'heure du dîner. Ma mère ne s'était pas encore levée de sa chaise pour venir me saluer. La crise avait immédiatement explosé. Une semaine avant, le journal local avait présenté un portrait de moi détaillant mes activités en Europe et surtout ma participation à une photographie de groupe, un nu collectif, pour sensibiliser à la cause animale. Nous étions une trentaine de modèles rassemblés sur fond blanc, avec éclairage doux, sans maquillage, toutes debout, sans vraiment poser. La photographie était sobre, mon père était tout de même humilié. Que le corps de sa fille soit offert au regard collectif l'embarrassait au plus haut point. Il ne faisait aucune différence entre les photographies pornographiques du magazine Hustler et celles stylisées, sans aucune gestuelle érotique, publiées dans les plus grands magazines de mode. J'étais nu dans son journal local et les pastilles masquant mes auréoles ajoutaient à l'insulte. Mon père avait hurlé sa colère en me fixant avec mépris. Puis il avait chiffonné le journal en boule avant de le lancer à mes pieds. Et là, dans son élan, il avait craché au sol de la cuisine et m'avait affirmé d'une voix grave, « Tu me dégoûtes ». Puis il était parti dans sa chambre d'un pas lourd. Ma mère n'avait pas bougé, rien répliqué. Elle regardait le napperon de plastique entre ses mains en grattant des ongles de sa main droite le dos de celle de gauche. J'étais tellement sidéré que je n'avais pas su quoi répondre. Je n'avais pas eu la force de me défendre ou d'expliquer quoi que ce soit. J'étais parti. Ça, c'est une scène qui témoigne de plusieurs choses, en fait, d'une certaine manière d'inculture, bien entendu, une incapacité à détacher sa propre chair de la représentation, refuser aussi, pour des raisons morales, pour des raisons d'éducation, de voir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réalisation, il y a un combat, sa fille est une artiste engagée, elle participe à une œuvre, elle fait quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la réussite là-dedans, et pourtant, non, c'est un refus complet. Oui, ouais. C'est atroce, hein? Oui, c'est assez atroce. Oui, c'est important pour moi de mettre, de positionner le rapport père-fille de cette manière-là. Oui. La description aussi, il y en a plus d'une description là, qui sont assez bien là, par rapport à l'époque et à la manière dont les choses sont décrites. Je t'en fais une autre petite que tu pourras peut-être commenter. OK.
J'aurais peut-être pu découvrir le sacré par un contact avec la nature. Et la nature n'est pas très présente dans de synthèse. Non. Mais je n'y avais pas davantage accès. Tout avait été rasé autour pour construire le domaine d'habitation où j'ai grandi. On ne trouvait plus aucun arbre dans le secteur que des arbrisseaux avec leurs quelques branches dénudées qui ressemblaient au mieux à des poteaux de clôture sortis des rangs. Et si quelques voisins plantaient des fleurs au printemps, c'était souvent n'importe comment, sans souci botanique, uniquement des pensées violettes et des tournesols vite brûlés par le soleil qui s'écrasaient avant le solstice d'été. Il y avait bien de la verdure des pelouses, des carrés lisses nettoyés par les pesticides, qui rappelaient vaguement la présence végétale d'avant que tout soit nivelé pour créer l'horizon du 21e siècle, mais qui ressemblaient davantage aux simili-gazons des terrains de mini-potes. Et il n'y avait rien plus loin non plus. Je suis né sur un territoire qui compte 10 petites collines imperceptibles en milieu urbain. On y cultive le maïs et le soya dans des champs qui ressemblent à des terrains abandonnés en hiver. Des îlots de conifères viennent ponctuer le paysage d'autoroutes, d'usines, de centres commerciaux et de boutiques entre lesquels s'élèvent depuis le bitume des poteaux électriques dont les câbles relient tant bien que mal l'ensemble des constructions disparates érigées dans la pire période architecturale des temps modernes, entre le début des années 70 et la fin des années 80, pendant la ruée de l'aluminium et du néon, en plein règne des bungalows et des entrepôts construits en catastrophe, sans souci esthétique ou urbanistique, par des hordes de travailleurs de la construction à moitié sous. C'est important, cette information-là. Tabarouette. Hein? La phrase, là, elle est là, puis moi, écoute, elle me crée la salive, là. OK. Je veux dire, sur le plan des sonorités, là, ça y va, là, les bulldozers sont en marche, ça fonctionne. Mais c'est une dénonciation en règle de vraiment une période horrible. Ça te donne une idée du genre de feeling esthétique que j'avais par rapport à cette... Non, mais aussi, il y a une dénonciation assez importante de ce qui est... Puis ça, même si ce n'était pas une dénonciation, j'espère que c'est une illustration qu'on voit au moins cette réalité-là. Ouais. Parce que le contraste est très grand entre le monde qu'elle quitte, celui de la famille, celui de la banlieue, celui du bungalow, celui de cette espèce de comment appelait cet écrivain américain, là, le cauchemar climatisé dont parle Henry Miller. OK. Donc, le cauchemar climatisé, c'était cette Amérique des chambres d'hôtel miteuses qui est devenue l'expansion des villes et la création des banlieues et tout ce qui est horrible là-dedans, la construction de la laideur, éloge de la laideur. Ouais. Et ce qui va devenir le problème du personnage qui refuse d'entrer en contact avec les autres, qui ne veut pas aller dehors, qui ne veut pas... C'est un personnage qui refuse complètement tout ce qui est rattaché à la réalité, la matière, le monde des humains, et qui veut passer de l'autre côté de la télévision. Il veut entrer... Et en fait, c'était un des points de départ de ce roman-là, c'était de dire, OK, on a assisté à l'élaboration, on est parti de la photo, on est rentré en contact avec le cinéma, la télévision, et les enfants de ma génération ont été fascinés par ce qui se passait à la télévision, et on a été la même génération qui ont vu apparaître la possibilité de se transformer en personnage à l'écran, à l'ordinateur. Donc, cette idée d'être fasciné par des personnages de fiction à l'écran et de pouvoir ensuite en générer pour se projeter à travers ces personnages de fiction-là dans un monde virtuel, c'était comme un saut quantique assez fulgurant. Et notre rapport à l'image s'est transformé de façon tellement radicale du 20e au 21e siècle que là, pour moi, toute une nouvelle mythologie qui est en train de s'installer autour de l'image. Pourtant, dans les descriptions que tu fais de, appelons ça le monde d'avant, le monde qu'elle quitte, le monde un
un peu Qu'elle refuse. sordide. Là, Oui. Il y a toujours les odeurs, pas toujours agréables, là, de la cigarette. Oui. Le père a le regard huileux. Oui. Puis c'est très axé sur des sensations. C'est une écriture qui est très, très, très sensitive. Oui. Et c'est pas quelque chose qui se perd, ça, une fois qu'on a accès au monde des avatars. Bien, tout à fait. Puis je pense que c'est le but de la chose. C'est de ne plus avoir accès à... En fait, je pense que l'idée de se désincarner, c'est exactement ça. C'est d'avoir fait une expérience, de ne plus sentir. Pour ceux qui ont une expérience agréable du corps, des odeurs, les gens qui aiment manger, les gens qui aiment être touchés, tout ça, bien sûr, on n'a pas envie de perdre ça en allant dans le monde virtuel, en se projetant dans un monde virtuel. Mais pour ceux pour qui le rapport au corps a toujours été problématique, l'odorat, c'est pas quelque chose d'agréable. Le toucher, c'est quelque chose qui fait mal. Si tout a été agressant au plan corporel, c'est pas très difficile d'avoir envie de tout plaquer là pour se projeter dans une dimension. C'est pas sain de vouloir, comment dire, anesthésier ses sens, d'une certaine manière, ne plus sentir. C'est tout de même une forme de fuite. C'est tout de même Oui. une forme d'ataraxie. Oui, c'est une forme d'ataraxie, mais c'est surtout ce mouvement-là n'est pas pensable sans l'agression qui la précède. Qui précède, en fait, l'agression. Je veux dire, ce personnage-là a envie de se virtualiser parce que son monde réel est effrayant. Si tu C'est important, ça. Si tu permets, dans le cours de création littéraire que je donne, il y avait un exercice qui consistait à créer une histoire à partir d'un passage de n'importe quel livre. Il n'y avait pas de... Okay. Et il y a une personne parmi le groupe, une étudiante, qui a choisi un passage de ton livre. Je ne te fais pas part de cette histoire, mais elle a choisi ce passage-là sans doute parce qu'il y a quelque chose de très particulier au niveau des sensations et des images que ça crée dans le monde concret d'avant, appelons-le comme ça, Okay. de celui qui est fui par la narratrice. Je vais essayer de te le rendre d'une façon qui est honnête. OK. Parce que ce sur quoi je veux insister, c'est le fait des sensations. Tu viens juste de dire que ce qu'elle quitte, c'est des sensations souffrantes. C'est Oui. c'est vraiment l'impression très, très vive de sentir qui est désagréable. Quelques semaines avant mon 16e anniversaire, ma mère a fait une fausse couche en matinée. Elle a bu une bouteille de vin dans la salle de bain, ou peut-être deux. Et dès que mon père est rentré au milieu de la soirée, elle lui a annoncé qu'elle allait demander le divorce. Puis elle est sortie faire le tour du pâté de maison en fumant une cigarette. J'étais dans ma chambre au sous-sol. J'ai tout entendu. La porte qui claque, les talons de ma mère contre l'asphalte, le bruit d'un verre déposé lourdement sur le comptoir, le grincement de la porte de l'armoire où se trouvait la bouteille de gin, puis le silence, un vrai silence. Mon père devait être immobile devant le comptoir de la cuisine, avec dans une main la bouteille, de l'autre une cigarette. Un peu plus tard, je l'ai entendu se déplacer au-dessus de ma tête, descendre l'escalier qui menait à ma chambre, dépasser ma porte fermée sans s'arrêter, se rendre dans le débarras, puis en un seul bruit, j'ai su un long son avec des modulations, celui d'une fermeture éclair. Il ouvrait son étui à carabine. J'ai entendu la cascade d'éclats de métal rebondissant sur son établi alors qu'il vidait sa boîte de cartouches pour charger son arme. Mon père allait à la chasse aux chevreuils chaque automne. Nous étions en juin. J'étais à 1 mètre de la porte de ma chambre. L'escalier se trouvait immédiatement à côté, avec un peu plus haut, une porte pour sortir dans le stationnement. Je n'entendais plus rien. J'ai imaginé qu'il pointait son arme sur moi à travers la mince feuille de simili-bois qui nous séparait. Et sans plus réfléchir, sans plus avoir le contrôle de mes gestes, le cœur qui battait jusqu'au bout de mes pieds, j'ai fui. J'ai couru dans la rue en cherchant ma mère. J'ai fait le tour du domaine pour la trouver, tout le tour, jusqu'à revenir à mon point de départ. J'étais revenu à 3 maisons de la nôtre.
Et je l'ai vu s'engager dans l'allée, atteindre le perron, entrer dans la maison. J'avais l'impression de m'être transformé en un cœur géant qui déformait la réalité autour en battant. Je ne réussissais plus à voir la porte tellement ça cognait fort partout en moi, même dans mes yeux. J'ai marché lentement jusqu'à la maison, mais je suis resté au milieu de la rue. Et puis j'ai entendu un coup, une détonation très forte, mais apparemment trop sourde pour alerter les voisins qui regardaient au même moment des fusillades policières agrémentées de musique rock à la télévision. Personne n'est sorti sur son perron, sauf ma mère, qui pleurait. Elle s'est allumée une cigarette et a fait un nouveau tour du pâté de maison. J'ai marché à ses côtés. Elle n'a rien dit. Je n'ai rien demandé. Je l'ai ensuite suivie à l'intérieur de la maison. J'ai entendu en même temps qu'elle les ronflements de mon père, qui dormait dans la chambre. Pendant qu'elle se servait un grand verre de vin, je suis descendu au sous-sol. Je voulais savoir. J'ai vu un trou dans le plancher de béton. Un cratère gros comme ma tête. Ma mère est arrivée derrière moi avec sa cigarette et son verre de vin. Pardon. Je lui ai demandé dans un murmure s'il fallait appeler la police. La question me brûlait le cerveau depuis que j'avais entendu le son de la fermeture éclair. Ma mère m'a jeté un regard indigné. Je venais de l'insulter. Elle a planté ses yeux dans les miens et m'a murmuré « La police n'a rien à voir là-dedans. C'est une niaiserie. On ne va pas en faire toute une histoire. » Je n'ai rien répondu, mais elle a probablement senti le mouvement des plaques tectoniques en moi. J'étais encore terrifié et je me sentais subitement trahi. L'arme était là, au sol, à quelques mètres du bar, plein de bouteilles dont mon père allait ingurgiter tout le contenu dans les prochains jours. Nous savions toutes deux à quel point il pouvait perdre la raison et ne plus se souvenir le lendemain de ses actes. Et pourtant, elle persistait à nier le danger. J'ai eu l'impression ce soir-là qu'elle venait de choisir son camp. Je ne savais alors rien du chantage émotif, ni de la difficulté de dénoncer la violence conjugale ou des trop nombreux ratés de la police. J'avais vécu jusque-là dans une logique binaire hollywoodienne. Mon père était le vilain. Il y avait forcément un super-héros pour venir l'anéantir et nous sauver, avec un happy ending prévisible, en moins de 90 minutes. Or, ma mère venait de rejoindre le clan obscur. Elle a ajouté d'un ton presque tranquille, « C'est facile à réparer, ton père va arranger tout ça. » Tu lis bien. Merci. Je me pratique. Hein? Je fais des répètes. Mais ça, là, c'est vraiment d'abord, c'est une belle construction en forme de péripétie. D'abord, on pense que c'est elle qui va se faire assassiner. Ensuite, on pense qu'il s'est fait sauter la carlingue lui-même ou qu'il a peut-être assassiné la mère. Mais non, il a fait un trou dans le plancher. Mais au bout du compte, comme ça se règle et qu'il n'y a pas de victime, c'est pas si grave. Mais là, retournement encore, c'est très grave. Mm-hmm. C'est très grave parce que là, c'est construit vraiment comme une tragédie très, très classique. Hein? Oui. On a l'héroïne oui. qui va devenir un super-héros, mm-hmm. une super-héroïne, oui. une Jamie Summers d'elle-même. Oui, hein? si on veut. oui. Et on a le méchant, et on a la personne qui vient d'accomplir la trahison. Et la personne qui va ramener l'ordre dans la galaxie, c'est pas le père. Non. C'est pas la mère non plus. Non. Et le « je suis ton père », c'est à la mère qu'elle va le faire à la fin ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. On voit comment ça fonctionne. Mm-hmm. Là. Vous voyez la référence que je fais avec la guerre des étoiles. Là. Oui, c'est ce genre qui est de importante choses. pour moi, la guerre des étoiles. Oui. Oui. Ça, cette scène-là, c'est une scène, j'imagine, importante. Je voulais attirer ton attention sur le fait que tout se passe d'abord dans l'oreille. Oui. Et une fois que le traumatisme est bien installé dans l'oreille, le récit part en imagination. Oui. Et quand le réel revient après, tout est déjà consommé. Il reste à distribuer les rôles. Puis, c'est une belle façon de voir la chose. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que là, tu faisais le lien avec les sens, toujours l'expérience des sens. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'elle fuit, oui. cette chose qu'elle ne veut plus entendre. Elle dit plus tard dans le roman qu'elle revoit constamment ce fusil, cette carabine, ce coup de feu qu'elle réentend
Ouais. Une constamment. expérience traumatisante du réel. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une chose que Caroline Georges a vécue? Presque. Presque? Oui. Je ne dirais pas si c'était plus violent ou moins violent, mais disons presque. Oui, Ouais. c'était inspiré de situations réelles. Tout Ouais. à fait. Et oui, ça c'est... Mais enfin... Oui. Et j'ai une question d'écrivain. Oui. Une fois que j'ai écrit, par exemple, que j'ai écrit cette scène traumatisante qui prend ancrage dans un souvenir qui lui-même est désagréable, est-ce que je suis contente comme autrice, ou j'ai encore l'angoisse qui revient de ce souvenir lointain que mon texte ranime? Je pense que de faire passer n'importe quelle situation dans une œuvre de fiction, ça crée une autre forme de sensation autour de ce souvenir-là. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement que comme ça. Sublimer un souvenir, c'est vraiment lui faire atteindre une autre forme d'état. Tout à fait. Je prends quelque chose qui était horrible et j'en fais autre chose. Donc, je pense que je suis vraiment dans mon processus de création, là. Je suis vraiment dans la vraie dynamique de mon processus de création. Tu parlerais de catharsis, mettons? Peut-être. C'est encore trop tôt pour moi. Ben, le roman a été publié trop tôt. Pas une catharsis de guérison, mais une Non. catharsis au sens d'émotion esthétique, d'éprouver quelque chose de l'ordre du plaisir face à une scène qui est déplaisante. J'ai pas éprouvé ça non plus. Non. OK. Non, je dirais juste que l'idée de pouvoir prendre quelque chose d'horrible puis de réussir à y donner une forme artistique, c'est de faire sens à travers tout ça. C'est de chercher une forme de sens. Il n'y a pas de sens dans l'horreur. Mais si cette horreur-là permet de créer quelque chose, peut-être que c'est une forme de processus d'avancement. Je n'allais pas dire de guérison, mais de façon de pouvoir avancer. Et de Comme pas si- toujours rester coincé dans la problématique. Oui. Comme s'il y avait dans cette scène-là quelque chose qui serait comme ton radeau de la méduse. Si on... Oui, oui, tout à fait. OK. Oui. Mais c'est sûr que ce roman-là est écrit vraiment dans la foulée du deuil de ma mère, un deuil réel, après une période de souffrance beaucoup plus grande que ce que j'ai pu en écrire. Puis pour moi, je pense que c'était important de prendre tout ce que je pouvais être, tout ce que je sais faire pour aller de l'avant. Écrire un roman, faire une œuvre avec ce qui fait extrêmement souffrir, puis réussir à mettre des mots, puis réussir à créer quelque chose, c'est une façon de ne pas rester coincé dans la souffrance. C'est une façon d'avancer. Pour moi, avancer, c'est créer. Il n'y a pas de meilleure manière au monde que de dépasser n'importe quoi que de créer à partir de la souffrance. On le sait, on l'entend toujours, mais avec ça, c'est vraiment ce que j'ai fait. Oui. Oui, c'est ça. On n'ira pas jusqu'à souhaiter des malheurs aux gens qui veulent Non. devenir des artistes. Là, Non, mais- pas du tout, mais, parce qu'on peut créer à partir de n'importe quel ça. état d'être. Mhm. Mais il reste que c'est vrai que de chercher à mettre des mots, à exprimer ce qu'on ressent, à créer, à faire... Parce que moi, c'est pas une autobiographie. C'est de la fiction. J'ai jamais été mannequin, j'ai pas connu tout ça. Il y a une grande, grande, grande part de fiction. Je fais un travail de fiction. Mais c'est vrai que c'est inspiré de faits réels aussi. Il y a la mort de la mère, la maladie de la mère, tout ça, c'est vrai. J'ai pas été enfant unique, ma mère n'a jamais fait de fausse couche. Tous ces trucs-là, c'est tout de la construction, c'est de la fiction. C'est important, la fiction, mais il reste que le noyau de départ, la vraie souffrance, il fallait que je trouve une forme. Il fallait que je trouve une forme pour dépasser cette souffrance-là, ça c'est vrai. Je profite de ce que tu viens de dire pour enchaîner avec une question Oui, d'étudiante. oui. À propos, tu as dit tu n'as jamais été mannequin, Ouais. mais donc j'imagine que tu as dû te documenter. Est-ce qu'il y a beaucoup de documentation dans Oui, oui. Ben, c'est sûr que pour tout ce qui est Avatar et tout ça, je l'ai expérimenté en long et en large. Donc, j'ai une expérience réelle de ce que c'est. Donc, J'ai été photographe et tout ça. Tout ce qui est l'image, je la connais. J'ai étudié l'histoire de l'art. Donc, tout ça, c'est du savoir OK. personnel. Ça, c'est des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin J'ai pas besoin. d'ajouter Ben, je veux rien. dire, non. C'est d'expérience. C'est d'expérience. Mais la partie mannequin, non, je suis allée de façon purement intuitive. Ben, étant photographe, j'ai travaillé avec des mannequins. J'en connais. Mais j'ai présumé. J'ai vraiment eu... De toute façon, c'est pas un mannequin ordinaire, là. C'est quelqu'un qui veut... C'est pas quelqu'un qui cherche la gloire et qui cherche le champagne et qui cherche... Non, c'est quelqu'un qui veut C'est un devenir... mannequin plutôt idéal. Oui, Hein? oui, une c'est bonne vraiment... pâte. Oui, c'est vraiment... Donc, c'était pour moi, j'ai toujours aimé créer des personnages un peu monstrueux. Je me suis toujours intéressée autant à la nuit de l'hermaphrodite qu'Ataraxie, que Sous béton. J'aime me mettre dans la peau d'un personnage qui est atypique,
qui est singulier, dont les comportements, c'est pas des comportements ordinaires, là. La façon de réagir au réel, c'est pas conventionnel. À ce point de vue-là, c'est assez réussi parce que dans la lecture qu'on a pu faire, c'était le détachement, Oui. l'immobilisme, la froideur du personnage, c'est quelque chose qui était immédiatement frappant. L'identification ne se fait pas facilement. Non. Ça va contre, on va contre. Et le personnage vit ces choses comme ça. Elle remporte son concours de beauté en étant le personnage le plus invisible de son école secondaire. C'est quand même assez étrange. Oui. Ça, c'est un de mes plaisirs d'écriture. Il faut que je sois capable de... Pour moi, écrire un roman, c'est plonger dans une conscience étrange. Autrement, je n'ai pas de plaisir d'écriture. Quelqu'un demandait comment est venue l'idée pour De Synthèse. Je pense que j'ai bien répondu. C'est assez clair. Une question ici. La relation entre le personnage principal et Camille. Oui. Le personnage de Camille qui fait office un peu de mentor, ou c'est quoi le féminin de mentor? Je ne sais pas. Enfin. Elle la guide, elle l'accompagne. Il n'y a pas de féminin pour ça. Elle agit un peu, elle lui donne une formation, ni plus ni moins. Elle a un peu une figure de mère, en tout cas. Donc, la relation du personnage principal et de Camille, si elle avait été plus construite, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par plus construite, mais enfin. La relation? Oui, la relation. Poser la question? Est-ce qu'elle aurait pu amener le personnage principal à changer sa façon de voir le monde? C'est ta question? Tu peux me la reposer? Est-ce que tu veux le... Je ne sais pas trop comment je voulais la tourner, dans le sens où si elle avait été plus approfondie, dans le sens de l'amitié, si le personnage principal avait vraiment développé une plus grande amitié, est-ce qu'elle aurait pu un peu sortir de son cocon? Probablement. Mais je pense que la narratrice est incapable de vraiment entrer en contact. Elle n'a pas reçu les outils pour entrer en contact de façon intime. Elle n'a jamais de relation intime avec qui que ce soit, de toute façon. Donc, mais bien sûr, je pense qu'entre êtres humains, on transforme chacun le devenir de l'autre. Donc, oui, je pense que ça aurait changé, oui. Une autre à propos de l'angoisse, ou si on veut je ne me souviens plus comment est-ce que le personnage appelle ça, l'anxiété généralisée. Oui. Peux-tu nous parler de ça, l'anxiété généralisée? Cette caractéristique qui semble compter pour le personnage. Mais je pense que c'est exactement ce que ça dit, c'est-à-dire un état d'être où tout fait peur, où l'être entier a peur de tout en tout temps. Est-ce que c'est quelque chose que Caroline Georges vit, ça? Anxiété généralisée intermittente? non, j'ai déjà... Est-ce que tu souffres de ça? Non, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais c'est vrai que plus tôt dans ma vie, j'ai été... oui, bien, je veux dire, se demander pourquoi on existe, ça vaut-tu la peine de continuer tout ce genre de questions que j'ai eu à explorer? Au point de ne pas vouloir bouger, au point de vouloir rester enfermé, de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir... Oui. Et à ce moment-là, commencer à lire un livre, par exemple. Oui. Donc, oui, c'est un état d'être qui permet une vie de lectrice. Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaiteraient poser des questions à Caroline Georges? Oui. Est-ce que ça vous a du temps ou l'inspiration pour être capable de venir avec cette sorte de philosophie de la vie? Peux-tu préciser ce que tu entends par philosophie de la vie? À quel niveau? Dans le sens, vous parlez beaucoup de l'aspect métaphysique de l'être puis du corps. Comment avez-vous réussi à cheminer sur l'envers? Quel genre de cheminement avez-vous fait? OK, c'est une bonne question. Je le disais plus tôt, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Et moi, je suis entrée en contact avec la spiritualité assez tard, parce que je me posais des grandes questions sur pourquoi exister, en fait. Quand tu n'as pas de balise spirituelle, tu finis par te poser des questions pourquoi exister.
Et moi, je suis entrée en contact avec le travail des évolutionnistes du début du 20e siècle, Teilhard de Chardin et Sri Aurobindo, des gens qui avaient l'impression qu'on est des êtres de transition et qu'on est en train de se transformer consciemment vers quelque chose de beaucoup plus intéressant qui va peut-être nous permettre de nous libérer justement de notre corps et de nos contraintes pour aller dans un monde qui sera dans une dimension où on aura beaucoup plus de liberté de création. Création de l'être et création du devenir de l'univers. Donc, c'est un cheminement de lectrice. J'ai découvert des philosophes. J'ai étudié un peu la philosophie au cégep, justement, avec Nietzsche et bon, tout ce que vous étudiez, j'imagine, encore au cégep. Mais c'est vraiment, c'est un parcours qui a été long, à travers la littérature, à travers les philosophes que je nomme là, que j'étudiais, entre autres, pour écrire mon premier roman. Et à chaque fois que je fais de la recherche pour un roman, je me mets à me poser toutes sortes de questions. Ça me guide sur toutes sortes de pistes de lecture. Et je pense que mon cheminement spirituel ou métaphysique se fait à travers la recherche que je fais pour mes romans. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, je vois une espèce de parallèle avec un peu Andy Warhol, si vous connaissez. Oui. Avec sa philosophie, justement, I want to be plastic, de se séparer du corps complètement. Je trouve que C'est intéressant comme lien, tout à fait. C'est sûr que dans le cas, si tu me parles du fait de vouloir se détacher du corps, ça, je pense que c'est moins lié à une métaphysique ou à une philosophie qu'à une volonté réelle. C'est-à-dire, ce personnage-là veut, et dans ce que j'expérimente en création, c'est un désir qui vient, comme je l'expliquais plus tôt, d'une vraie expérience du corps souffrant et d'un réel désir de sortir du corps qui n'a rien à voir avec la théorie, qui est pratique. C'est-à-dire, et ça, parce que moi, j'ai vécu une expérience de grande souffrance et que j'ai vraiment eu envie de sortir de mon corps, c'est assez facile d'écrire un personnage et de situer ce personnage-là dans un contexte et mental, et physique, et social, où chaque décision dans son parcours est liée avec une volonté de se détacher, parce que ça part d'une expérience réelle. Le personnage veut réellement se détacher de son corps, veut réellement devenir un personnage de fiction. Donc, tout ce qui est philosophie autour de ça part d'un noyau d'expérience réelle, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est une très bonne réponse. Merci. Caroline Georges. Hervé Il Bouchard. est passé 17 heures. OK. Ça fait presque parlé longtemps? 90 minutes qu'on parle. Vous avez été pas mal patient. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci Tu as à été très vous. généreuse. Merci. Merci tout le monde pour votre attention. Merci. J'attends ton prochain livre. C'est vraiment très bon. C'était le fun de t'entendre lire.